Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello les amis, je suis Léa Mispoulet et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Wellness Impact. Alors pour la petite info, Wellness Impact, ce sont des épisodes où je parle seule de sujets en particulier pour t'aider à avoir le business de tes rêves dans le milieu du bien-être et du mieux-être. Mais c'est aussi des épisodes que je partage avec des personnalités du secteur du bien-être, que ce soit pour vous donner à leur tour des conseils, mais aussi pour parler du secteur ou de questions plus business et entrepreneuriales que vous vous posez très certainement. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui puisque je reçois Alexandra Attalozzitti, directrice générale d'ADNR Formation, présidente de la branche des métiers du bien-être au sein de la CNPL, présidente du syndicat des professionnels de la naturopathie et bien d'autres casquettes encore. On parle du contexte actuel et notamment des actualités de ces derniers mois, notamment avec Doctolib et autres scandales, de comment développer efficacement son activité en libéral ou lorsqu'on souhaite monter un centre de formation par exemple. On parle aussi de comment faire reconnaître les professions du bien-être et du mieux-être. On parle de son parcours et de comment elle agit au quotidien pour la reconnaissance des pratiques. J'ai vraiment voulu donner un angle un peu différent dans cet épisode, un angle plus professionnel, car c'est super important aussi. Et avant de parler des métiers en tant que tels, avant de devenir entrepreneur, on est surtout des praticiens du bien-être ou du mieux-être. C'est aussi important pour moi car depuis 2019, j'ai aussi moi mon rôle à jouer auprès du grand public, mais aussi auprès du monde professionnel. Et c'est pour ça que j'utilise des partenariats forts pour y parvenir et faire reconnaître les professions, comme c'est le cas avec le SPN et ADNR aujourd'hui. N'oublie pas que tu peux retrouver un maximum de ressources sur notre site copleny.fr ou sur nos réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je te laisse avec notre conversation. Salut Alexandra. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Je suis ravie d'être avec toi. Merci pour l'invitation. Merci à toi. En plus, je suis tellement contente parce que pour la petite histoire, en fait, Alexandra et avec le syndicat professionnel des naturopathes, c'est vraiment notre premier partenaire chez Copleny. Donc, Alexandra m'a fait confiance tout de suite. Donc, je suis trop contente que tu puisses être sur mon podcast aujourd'hui. Tu dis ça pour nous rajeunir, c'est ça? C'est dire qu'on se connaît depuis longtemps, que c'est bien. En ce moment, je fais que ça, que des interviews avec des gens. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, mais voilà. Donc non, c'est vrai. Ça fait quelques années qu'on est partenaires. C'est super. Ah ouais, non mais attends, c'est pas pour nous rajeunir ou nous vieillir, mais ça fait pas si longtemps en vérité, parce que Copleny, j'ai lancé en 2019, donc tu vois. Oui, bon, ça va. C'était hier. Ouais, c'est clair. Alors l'idée, effectivement, de t'avoir accueilli ici, Alexandra, c'est on va parler de énormément de choses et notamment aussi des professions du bien-être et du mieux-être. Mais j'ai envie d'abord de commencer par parler de toi. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours ? Je suis pas très bonne pour cet exercice-là, vous m'excusez, hein. En général, j'aime bien parler pour les autres et pas trop pour moi, mais je relève le challenge. Donc je m'appelle Alexandra Attalozzitti, je suis une professionnelle de l'accompagnement depuis de nombreuses années, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 5 enfants, donc voilà, donc déjà vous voyez, vous plantez le décor un peu, je suis folle. J'ai fait sport-études au collège et au lycée en danse et en karaté. J'ai fait l'école d'infirmière ensuite pendant 2 années. J'ai malheureusement contracté un Guillain-Barré en 2e année d'école d'infirmière qui m'a obligée à arrêter tout sport et à penser à ma rééducation. Parce que pour ceux qui le connaissent, voilà, il y a une atteinte neurologique, donc j'ai passé un certain temps en rééducation. À ce moment-là, je me suis dit: «Tiens, si je faisais, autre chose qu'être un soignant, peut-être être, à l'écoute de façon un peu plus globale». J'ai fait une formation en ostéopathie fluidique. Ensuite, une formation, en naturopathie. Entre-temps, pour payer mes études,
j'ai passé un diplôme d'assistante en stomatologie parce que je viens d'une famille de stomatologues. Et avec mes 2 années d'école d'infirmière, j'avais des blocs de compétences de valider. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, 25 ans, mon premier enfant, je suis installée à Paris en cabinet. Et j'ai fait de nombreuses années de cabinet à Paris, à la fois l'ostéopathie, la naturopathie, surtout pour des maladies auto-immunes, accompagnement de maladies auto-immunes, de sportifs, parce que j'avais plus le droit de faire de sport, mais j'avais encore le droit d'accompagner des sportifs. Et donc en 2010, je suis, descendue dans le sud de la France et j'ai partagé ma vie entre mon cabinet à Paris et un cabinet dans le sud de la France. Ça, c'est l'historique et depuis, une quinzaine d'années maintenant, j'ai créé un centre de formation. J'ai pendant quelques années fait et la formation et mon cabinet et pour être très honnête, depuis 4 ans, je ne fais que de la formation. Je n'ai plus le temps d'être au cabinet et après je pense que tu vas me poser des questions sur le syndicat, la Chambre nationale des professions Ah oui, libérales. oui, t'inquiète pas, ça arrive. Voilà. Donc voilà mon parcours, pro et perso. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton école, ton centre de formation? Alors, très clairement, je suis une nana qui m'ennuie un peu trop vite. Il y a des gens qui trouvent que c'est une qualité. Moi, ça commence à être fatigant pour les gens qui m'aiment. Je pense qu'au bout de quelques années de cabinet, je m'ennuyais, j'avais envie de transmettre. J'ai travaillé pour différents centres de formation. À un moment, j'ai eu envie d'être un peu plus, autonome. Donc, j'ai décidé de créer l'école. D'abord, ça s'appelait ADNR Santé. Je ne formais que des professionnels soignants. Donc voilà, j'étais éligible au DPC et ensuite, j'ai trouvé ça un peu compliqué les normes et je devenais un peu schizophrène à parler avec des soignants ce langage-là, à faire des conférences avec des professionnels du bien-être et avoir un autre langage. J'ai dit: «Bon, pour plus de simplicité pour ma tête, je vais autoriser les professionnels soignants à venir chez ADNR Formation et je vais former, au métier du bien-être, à la fois les soignants et à la fois les professionnels de bien-être». Du coup, tu as quand même cette âme d'entrepreneur depuis longtemps, en fait, parce que monter un centre de formation, c'est quand même pas, très simple. Donc tu as quand même cette fibre d'entreprendre, de nouveaux Alors projets. j'avais pas spécialement la fibre d'entreprendre, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que j'ai été salariée une partie de ma carrière. Je dis bonjour à mes anciens patrons avec qui j'ai de très bons rapports, ils sont pour la plupart des stomatologues. Mais à un moment, qu'on me dise quoi faire, où faire, quelle heure faire, ça m'a vite fatiguée. Je viens d'une famille de professionnels soignants, c'est presque tous des professions, libéraux, donc je sais aussi que c'est possible si on ne lâche rien. J'ai un chéri qui est entrepreneur dans le bâtiment depuis de nombreuses années aussi, donc voilà, ça me faisait pas spécialement plus peur que ça, voilà. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est en quelques années que j'ai autant de salariés. Moi, je n'avais pas prévu qu'il fallait que je recrute, donc ça, il faut que je progresse encore. Je me donne 15 années pour progresser dans le management et la gestion des salariés. Être une profession libérale, je trouvais ça beaucoup plus fun que manager des équipes, mais c'est comme ça. Quand on a un centre de formation en France, tu es obligé d'avoir des équipes pour gérer tout ça. Puis j'imagine qu'effectivement, tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution? Justement, il y a de plus en plus de professionnels du bien-être et donc aussi de naturopathes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que, bon, toi, Bah, tu dois être contente évidemment, mais Alors, en fin de compte, il faut faut contextualiser. Là, il y a de plus en plus de demandes des usagers pour, être mieux, pour avoir une meilleure santé, pour, prévenir certaines symptomatologies. On est poussé aussi par certaines organisations, que ça peut être, la sécurité sociale qui nous encourage à prendre du temps pour nous, la caisse de retraite, voilà. Donc, d'un point de vue, général, les gens ont envie de prendre du temps pour eux. Donc automatiquement, étant donné qu'il y a de plus en plus d'usagers à les techniques naturelles, logique, il y a de plus en plus de professionnels qui sortent de centres de formation. Là où je trouve un peu dommage, c'est que, ça soit très, très lent pour structurer le monde de la formation, dans nos métiers émergents. Ça fait des années que je demande qu'il y ait beaucoup plus, de reconnaissance rapide et donc là, on se retrouve voilà, avec la polémique qu'on a pu avoir, il y a quelques mois avec Doctolib, on se retrouve à une période où on a des professionnels extrêmement compétents qui sont à côté de professionnels qui ont acheté un magazine ou un fichier PDF, sur je ne sais pas quelle plateforme d'achat et ils sont côte à côte et ça, c'est compliqué parce que, moi, ma priorité, c'est quand même que les gens se sentent bien. Risquer qu'il y ait des pseudo-professionnels en exercice, ça m'inquiète pour être très honnête. mmh. Alors que je suis intimement persuadée qu'on peut rapidement
organiser mieux la formation et donc mieux le métier. Justement, tu parles d'organisation du métier, tu es aussi présidente du SPN, donc du syndicat, mais pas que. Tu peux nous donner tes autres casquettes? Donc, je suis présidente et fondatrice du syndicat des professionnels de la naturopathie. Depuis 18 mois, j'ai pris la tête de la branche des métiers du bien-être au sein de la Chambre nationale des professions libérales. Alors, pour vous resituer, quand on parle à des ministères, on est artisan, commerçant ou profession libérale. Vous, professionnels du bien-être qui nous écoutez, vous êtes des professions libérales. Donc, pour être entendu, il faut être rattaché à une chambre. Donc, je suis rattachée à la Chambre nationale des professions libérales depuis 6 ans. Et depuis 18 mois, j'ai en charge de l'organisation des métiers du bien-être. Donc, j'ai pour l'instant 14 syndicats du bien-être qui sont dans notre branche. Et depuis quelques semaines, j'ai été élue au bureau des professions libérales et je suis chargée de mission de la normalisation et de la réglementation de nos métiers. Ce qui veut dire que j'ai la chance de faire encore plus de courriers au ministère et encore plus de courriers aux différentes instances pour expliquer à quel point nous sommes compétents, mais qu'effectivement, dire la vérité, il y a des gens qui ne le sont pas et qu'il faut qu'on puisse rapidement leur interdire l'exercice et qu'ils aillent faire autre chose. Je sais pas, peindre aussi des galets, c'est bien la peinture sur galets, c'est une bonne option, ça détend, ça permettrait de bien gérer ses émotions. Ou si c'est pas peinture sur galets, fabrication de mandalas de la nature. Voilà. En tout cas, Donc, autre chose, quoi. autre chose. J'ai trouvé des solutions de reconversion pour ces pseudo-pros. Maintenant, on n'a plus qu'à ce qu'on les empêche de bosser. On va en reparler de ça effectivement parce que c'est très 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 important si vous nous écoutez reconnaître un bon naturo mais aussi choisir sa bonne école. On va y revenir Alexandra. Alors justement avec cette chambre des métiers mais aussi avec le SPN, comment tu agis toi Alexandra pour faire reconnaître ces professions? Ça ressemble à quoi en fait ton quotidien pour agir sur ce point-là? Alors le quotidien pour agir, c'est informer beaucoup les usagers pour qu'ils puissent être conscients qu'on est de vrais professionnels. Pour avoir une action au niveau des pouvoirs publics, il faut prouver qu'on a une réelle audience. Donc on a de la chance, hein, on a beaucoup d'observatoires et beaucoup d'enquêtes qui ont mis en avant, voilà, on a une dernière enquête en naturopathie qui précise que 7 personnes sur 10 connaissent la naturopathie, mais quand même 3 personnes sur 10 disent qu'ils pourraient avoir plus d'informations. Des observatoires comme ça, vous tapez sur Google, vous trouvez plein d'enquêtes et je remercie les organismes qui ont enquêté sur le sujet. Donc en un, augmenter notre audience, c'est-à-dire je passe beaucoup de temps à faire comme ça, des podcasts, parler de la naturopathie, rassurer l'usager et informer sur le métier. Ensuite, je passe beaucoup de temps à rédiger des courriers, à essayer de mettre mon pied dans la porte pour qu'on me laisse rentrer en réunion auprès d'organisations. Ça va de l'URSSAF à la caisse de retraite, à l'UNCAM, parce que je suis aussi une conseillère à l'UNCAM, donc je travaille aussi avec les membres de la sécurité sociale pour qu'on puisse prouver que on est tout à fait apte et compétent à travailler avec des professionnels soignants en complémentarité et surtout qu'on maîtrise bien nos limites d'exercice. Donc quand on va voir un naturopathe, il faut que vous sachiez qu'un naturopathe ne va pas vous demander d'arrêter un traitement médicamenteux ou ne va pas vous lire un bilan sanguin parce qu'il ne sait pas le faire et il n'a pas le droit de le faire, mais il aura besoin d'un médecin, d'un endocrinologue, d'un rhumatologue pour aller sur ce type de bilan. Donc mon quotidien, c'est informer beaucoup, parler beaucoup, faire des courriers et je pense que ça fait 6 ans que je répète tout le temps la même chose et je trouve que ça bouge pas. Donc je vais pas vous mentir, il faut qu'on ait tous une action, tous les professionnels et tous les usagers. Faut qu'on dise sur les réseaux sociaux, faut qu'on envoie des courriers, faut qu'on explique qu'il faut qu'on soit organisé rapidement pour protéger les usagers. Faut pas qu'il y ait juste 15 plateaux de télé, 25 journaux après l'affaire Doctolib et après ça retombe comme un soufflé. Le gros avantage, parce que moi j'aime voir les choses lumineuses, hein, quand il y a des choses un peu compliquées, le gros avantage c'est qu'on a beaucoup parlé de nous et qu'il y a beaucoup de très bons professionnels qui ont pu sortir leur épingle du jeu. On en parle régulièrement toutes les deux, Léa, on le voit. Beaucoup de professionnels ont fait un bond, ont plus de clients, ont plus de visibilité. Mais d'un autre côté, ils se sont aussi bougés différemment. C'est-à-dire que je pense que les professionnels se sont dit, ça ne suffit pas de mettre une plaque sur sa porte ou de contacter 2-3 médecins qui vont nous envoyer du monde. Oui, le monde a changé. Voilà, nous les anciens, c'était ça, hein. Moi, j'ai créé mon cabinet, j'ai fait le tour des médecins généralistes, des professionnels soignants du coin.
Mon agenda, il était rempli. C'était fait. Il parlait un peu de la naturopathie, de l'ostéo, et on était rempli. Je remercie, voilà, ce bazar médiatique qui a permis à de nombreux professionnels de se dire bon, faut que je communique mieux, faut que j'informe plus, et ça fonctionne. C'est que ces gens-là, ils ont plus de rendez-vous. Tu disais tout à l'heure, Alexandra, que ça n'avançait pas ou très peu. Comment tu l'expliques? Pourquoi ça bouge pas assez? Je pense qu'on n'est pas assez nombreux à dire tous la même chose. C'est-à-dire que je D'accord. m'explique. On doit avoir un discours clair auprès des pouvoirs publics, c'est-à-dire que nous ne voulons pas faire de la santé, nous voulons accompagner en complémentarité d'une prise en charge médicale. Automatiquement, hein, si on est bien dans son corps, bien dans sa tête, on peut prévenir des pathologies, mais c'est pas notre action première. Il y a des professionnels soignants qui sont, voilà, des infirmiers qui ont, des DU d'éducation thérapeutique du patient ou des choses comme ça, où eux aussi ont des expertises pour aider l'autre à mieux vivre avec son diabète ou à mieux vivre avec certaines pathologies chroniques. Nous, c'est pas du tout notre job. Donc il faut qu'on ait tous un discours très clair, qu'on est là pour accompagner l'usager à se sentir mieux, à transmettre des outils d'autonomisation. Parce que l'objectif, c'est pas qu'on accroche un fil à la patte de notre client et qu'il vienne nous voir tous les mois. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'on lui donne des outils pour être autonome, et il faut qu'on ait tous le même discours. À partir du moment où il y a quelques organisations de nos métiers qui disent non, on est plus intelligent que les médecins, non, les médecins, ils nous empoisonnent, voilà. Toutes ces bêtises que je dénonce quotidiennement, là-haut, auprès des ministères, ils me disent, bon, vous pensez comme ça, Madame Tolesti, mais les autres, ils pensent pas comme ça. Vous, c'est parce que vous êtes une ancienne soignante, que vous connaissez bien le monde médical, mais les autres, ils pensent pas comme ça. Donc, je pense qu'il faut que, d'une seule voix, on parle, 6000 voix, hein, mais qu'on dise la même chose, et au moins les instances diront: «Ah oui, c'est facile d'organiser», ils sont tous d'accord. Là, on laisse faire croire qu'on s'entend pas bien ou que c'est compliqué, alors que c'est faux. Je le vois, tu fais beaucoup de veille, tu sais qu'il y a d'autres organisations en naturopathie, la FENA, l'Omnes, la PHN, la PNF. Ça fait des années qu'on travaille ensemble, et tout le monde dit qu'on peut pas se supporter, alors qu'on est en réunion presque tous les mois pour gérer des gros dossiers. Donc c'est aussi ça, c'est je pense qu'on n'ose pas suffisamment dire ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et puis il y a aussi quelque chose de clair, c'est que nos ministres, nos députés, ils connaissent pas bien nos métiers. Donc il faut nous tous qu'on explique. On a un député qui vient nous voir au cabinet, il faut prendre le temps de l'expliquer, lui dire pourquoi, vous demandez pas une prise de parole, pour présenter ce que sont les métiers du bien-être. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui feront que rapidement ça bougera. Ouais, c'est clair. Et puis, alors, si je change un peu de sujet, mais en fait, on reste toujours dans la même thématique. Aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup de personnes, de praticiens ou de professionnels du bien-être de manière générale qui souhaitent se lancer à créer une école de formation dans le monde notamment de la naturopathie, puisque là, on parle de ce métier-là. Aujourd'hui, je sais que dans le syndicat, vous avez de nombreuses écoles qui sont partenaires. Comment toi, tu les sélectionnes et surtout, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut lancer aujourd'hui son école de naturopathie? Alors moi, je pense que dans tous les centres de formation, hein, je pense qu'il y a une difficulté et qui est, on est toutes les 2 entrepreneurs, donc on sait que par moment, on réfléchit à une stratégie de développement commercial. J'ai aucun problème là-dessus, hein. Je suis professionnelle de l'accompagnement, mais je sais qu'il faut avoir des stratégies commerciales, et des fois, on se dit: «On n'a pas beaucoup de monde au cabinet, donc on va créer un centre de formation parce qu'on peut faire plus d'argent». C'est mignon, mais faut réaliser que ça va pas marcher. Voilà, c'est pas parce que je veux planter des futurs concurrents de mon centre de formation, ça n'a rien à voir. Je veux dire, ADN Information existe depuis 15 ans, donc j'ai vu beaucoup de concurrence créée depuis que je suis créée. C'est pas pour ça que j'ai perdu des étudiants. En fin de compte, la difficulté, c'est que on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir en centre de formation, qui sont très informés de nos métiers, qui connaissent beaucoup de choses. Si toi, ça fait 2 ans que tu es à ton cabinet, tu imagines avoir assez de background pour monter quelque chose, vite, tu vas te faire décrédibiliser parce que tu vas peut-être avoir des apprenants qui vont venir. Ça fait 15 ans qu'ils lisent des bouquins de la naturopathie et qui maîtrisent peut-être mieux que toi la physiopathologie et qu'ils ont d'autres expertises que toi, tu n'as pas. Et voilà. Et monter un centre de formation, c'est pas parce qu'on est un bon praticien qu'on peut monter un centre de formation. On est un bon praticien, on peut être un excellent formateur. Moi, j'ai d'excellents formateurs qui bossent avec moi depuis des années, qui sont d'excellents praticiens. Ils sont au cabinet et 3 jours par-ci, 3 jours par-là, ils viennent transmettre leur expertise avec des étudiants. Mais gérer un organisme de formation,
Il y a une ingénierie administrative, une ingénierie pédagogique qui est pas juste je déroule quelque chose qu'un ingénieur m'a créé. Voilà. Donc je pense que c'est compliqué. Après, il faut aussi réaliser que il y a des normes qualité qui nous sont imposées de plus en plus strictes. Je vois, moi, en 4 ans, j'ai recruté 10 salariés, pas pour faire des cours. Hein. J'ai recruté 10 salariés pour amortir la demande d'ingénierie qualité qu'on m'impose, que le pôle emploi m'impose, que les OPCO m'imposent, que mon commissaire aux comptes m'impose. Voilà. C'est-à-dire que quand on est à la tête d'un organisme de formation professionnel, hein, je le rappelle, hein, on doit répondre à des attentes de l'adresse. Et bah, ça nous demande beaucoup de travail. Par contre, si vous voulez faire de la formation à visée familiale, et ça, tu as le droit, hein, tu pourras pas prétendre de prendre de l'argent du CPF, tu devras aller demander à ton client qui te paye de façon personnelle, voilà, mais tu as le droit. Tu veux former quelqu'un au massage pour qu'il forme ses gosses, pour qu'il puisse masser ses gosses, masser les voisins, voilà, mais dans la sphère familiale. Si tu veux faire de la formation professionnelle, fais un bon business plan et réfléchis bien. Et puis, c'est pas parce que vous voyez beaucoup d'écoles qui vivent. Hein. Faut que vous le sachiez aussi. Non, mais c'est clair, il y a la casquette d'être un bon professionnel, mais il y a surtout la casquette d'être un bon gestionnaire d'entreprise, quoi. J'aimerais bien qu'on parle d'une idée reçue que j'entends souvent, et moi j'en ai déjà parlé avec toi de nombreuses fois, c'est les professionnels du bien-être, donc notamment les naturopathes, puisqu'on parle d'eux aujourd'hui, ne sont pas reconnus. Alors, c'est une idée reçue, effectivement. À partir du moment où nous avons le droit de nous installer en tant que professionnels, avec un numéro de SIRET, avec un code APE, mais pour la petite histoire, nous en avons 4 différents, c'est que l'INSEE nous reconnaît. C'est que Bercy nous reconnaît. Vous avez le droit de payer vos cotisations sociales à l'URSSAF, vous avez le droit de payer votre caisse de retraite qui est la CIPAV, vous avez le droit de payer votre fonds de formation des professions libérales, donc vous êtes des professionnels reconnus. Si vous n'étiez pas des professionnels reconnus, bah, vous pourriez pas bosser, ou alors de façon illégale, en travaillant sans déclarer ses revenus. Donc le métier de la naturopathie et tous les métiers du bien-être sont des métiers reconnus. C'est la formation qui n'est pas diplômante. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qui sont un peu compliquées. C'est que tu as le droit de t'installer comme naturopathe parce que c'est un métier qui est reconnu, on est enregistré au niveau de l'INSEE. Par contre, la formation n'étant pas reconnue, n'importe qui peut s'installer comme naturopathe. Et c'est là le souci. C'est-à-dire que n'importe qui peut passer du je peins sur des galets à je veux devenir naturopathe. On t'impose pas de formation. La seule chose qu'on vous impose depuis 2017, c'est de dire si vous êtes autodidacte à votre client. Et je remercie dans la répression des fraudes d'avoir quand même bougé. Je vous dis que ça bouge pas, mais mine de rien, le syndicat est créé en 2016. En 2017, la répression des fraudes sort des documents par le ministère du Travail. Si tu n'es pas formé par un centre de formation professionnelle, tu dois te dire autodidacte. Sinon, tu mens au public. Et là, bah, c'est comme tout commerce, mensonge au public, 144 000 € d'amende, la répression des fraudes, ta ligne, et voilà. Donc, c'est que nous sommes reconnus, mais la formation n'est pas encore diplômante. C'est-à-dire que les certificats sortent d'école, mais pas du ministère du Travail. Moi, par exemple, je propose une formation de formateur. J'ai un titre professionnel de formateur. Ça, c'est un diplôme. Mais pourtant, mon centre de formation ne peut toujours pas délivrer de diplôme en naturopathie, même si j'ai le droit de délivrer d'autres diplômes dans d'autres secteurs d'activité. Donc, et c'est reconnu. Après, depuis 2017 aussi, il y a des choses qui ont été travaillées avec le ministère du Travail et les organisations professionnelles, où on a un peu expliqué ce qu'était un naturopathe, ce qu'était un conseiller en naturopathie, ce qu'était un réflexologue. Donc, on a cette chance-là, c'est que la répression des fraudes, qui nous contrôle beaucoup, la DRETS aussi, qui aide à la construction des montages de dossiers pour les formateurs indépendants, connaissent un peu mieux nos métiers. Voilà. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est que nous n'avons pas de titre RNCP ou pas de diplôme. Tout le reste, on a le droit d'exercer, c'est qu'on est reconnu. Et tu crois justement à la reconnaissance des diplômes ? Je peux pas dire que j'y crois pas. Je pense que je fais partie des gros relous qui envoient des courriers tous les mois à France Compétences. Je salue le directeur Charby ou le président Lardy, que je serais ravie de pouvoir rencontrer en réunion pour que je leur explique à quel point il est impératif et urgent de donner des titres RNCP à plusieurs centres de formation pour qu'on puisse rapidement valider les acquis des expériences des professionnels en exercice
et rapidement dire ça, ce n'est pas de l'exercice naturopathique, tu n'as plus le droit de bosser parce que tu ne respectes pas la législation. Je suis positive, il y a les ostéopathes qui ont fait ça très vite. Nous, on est très lents par rapport aux ostéopathes, mais je ne désespère pas un jour que la bonne personne appuie sur le bon bouton et le bon dossier. Là, très clairement, ça concerne peut-être des ministères comme la ministre Grégoire, par exemple, que je salue, qui est la ministre des TPE-PME, qui travaille beaucoup pour nos métiers du bien-être. Peut-être qu'elle peut appuyer sur un on plus fort que ses on habituels, ou voilà, les inspecteurs de France Compétences. Voilà. Ils ont des dossiers. Hein. On sait de sources sûres, nos organisations, qu'il y a à peu près 50 demandes de diplôme dans les métiers du bien-être dans le tube depuis des années. J'espère que ça va avancer. En tout cas, Alexandra, merci pour ce que tu fais parce qu'on a vraiment besoin de personnes comme toi dans ce secteur. Alors, justement, sur ce secteur-là, il s'est passé énormément de choses d'actualité ces derniers mois qui ont été relayées par les grands médias traditionnels, n'est-ce pas ? Notamment Doctolib, le scandale avec une naturopathe, je ne vais pas la citer, vous en avez tous entendu parler. Quand on entend tout ça, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent et me disent « Mais comment je vais faire ? Je vais plus être référencée sur Doctolib, mais tu te rends compte, c'était 80% de ma clientèle, comment je peux faire, etc. » Alors, j'ai plusieurs questions à ce sujet-là. C'est d'une part, qu'est-ce que tu penses de l'avenir, en fait, des naturaux ? Même si je sais que toi, tu es forcément positif puisque tu milites pour justement cette reconnaissance. Mais surtout, qu'est-ce que tu penses de la suite par rapport à ces, entre guillemets, scandales ? Est-ce que l'avenir est plutôt radieux ? Est-ce que les médias vont un peu se calmer et arrêter de taper toujours sur les naturaux ou en tout cas les médecines dites complémentaires ? Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, de l'avenir de ces professions ? Alors moi, très clairement, je salue les nombreux médias qui nous éclaboussent et qui disent qu'on fait des choses mal, parce qu'en général, ils m'invitent aussi pour me donner l'autorisation de dire qu'on fait du bon job. Donc moi, j'ai rien contre le fait qu'ils disent qu'on fait de la merde, tant qu'ils invitent des membres des métiers du bien-être pour qu'on puisse prouver qu'on est bon. Pour moi, c'est de la visibilité, donc pour moi, c'est du plus. Doctolib, vous êtes encore autorisé à rester quelques mois sur la plateforme. Les clients qui cherchaient des professionnels du bien-être sur Doctolib vont aller les chercher sur d'autres plateformes. On a la chance d'avoir de très nombreuses plateformes qui référencent très bien. Le gros avantage, c'est que les plateformes, très très rapidement depuis cet été, se sont structurées, ont mis en place des process de contrôle encore plus importants que ce qu'ils faisaient avant. Doctolib n'avait pas de process de contrôle. Nos plateformes des métiers du bien-être contrôlaient depuis très très longtemps. Donc ils étaient déjà à un niveau de contrôle nettement supérieur parce qu'ils connaissent bien nos métiers du bien-être, donc ils savent ce qu'est un hypnothérapeute, d'un sophrologue, d'un réflexologue. Donc moi, je pense que on a gagné en lumière. Il faut que vous puissiez aller sur des plateformes où il faut que vous puissiez créer des conférences, des lives, des vidéos pour informer l'usager. Pour moi, les pharmaciens nous reconnaissent de plus en plus. Les laboratoires augmentent de façon considérable leur chiffre d'affaires depuis 4 ans. C'est parce que nous, on peut conseiller aussi. Il y a des naturopathes hygiénistes qui ne conseillent pas de compléments alimentaires, mais il y a des naturopathes aussi qui conseillent des compléments alimentaires. Vous savez qu'on fait de l'argent et vous savez qu'on fait du chiffre d'affaires, étant donné que le nombre de conseils et de ventes de compléments alimentaires est grandissant. Ce qui veut dire que les usagers sont à la recherche de ce type de professionnels. Le job qu'on a à faire, toi, Léa, moi, c'est de toujours prouver l'expertise de ces professionnels et voir comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le bon. Et là, la difficulté, elle est là. C'est si on avait des diplômes et des titres RNCP, je vais pas faire mon sketch pour les représentants de France Compétences, bah, ça serait simple pour l'usager. Tu as un diplôme, ça veut dire que tu es bon. Tu es en cours de passage de diplôme, ça veut dire que tu es bon. Tant que c'est pas ça, bah, il faut regarder les avis. J'ai fait pas mal de conférences avec les plateformes là ces derniers jours. Les avis, c'est important, je pense. C'est-à-dire que tu voulais voir un professionnel, il a aucun avis. Peut-être que ça vaut le coup de lui demander pourquoi il n'a pas d'avis. Si ça se trouve, il vient de rentrer sur la plateforme depuis 48 heures. Donc, c'est aussi logique qu'il n'ait pas d'avis en 48 heures. Si tu sors de Doctolib avec 150 avis et tu arrives là, voilà, c'est possible. Et puis, je pense que vous, usagers, vous devez poser des questions quand vous prenez rendez-vous. Imposer d'avoir des réponses. Est-ce que vous pouvez rapidement m'expliquer ce qui est votre pratique ? Comment est-ce que vous travaillez ? Et donc, je pense qu'on va plus parler de nos métiers partout. Donc, automatiquement, beaucoup plus vite, on va être reconnu. Je suis d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces personnes, ces praticiens, ces naturaux, ces sophros, peu importe, qui me disent à moi, Léa,
mais qu'est-ce que je vais trouver comme solution vu que je suis plus sur Doctolib? Est-ce que tu aurais 2, 3, 4, autant de conseils que tu voudras d'ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand on s'installe, on en parlait justement il y a quelques minutes, on est dans un nouveau monde où la plaque et le flyer, ça suffit plus. Quels conseils, tes meilleurs conseils, Alexandra? Alors, mes meilleurs conseils, déjà, c'est varier les plateformes sur lesquelles nous sommes. Donc voilà, il y a plein de plateformes. Le syndicat des professionnels de la naturopathie est partenaire de 5 plateformes, donc vous pouvez comparer, les appeler, poser des questions. Pour moi, être sur une plateforme, ça suffit pas. Il faut que tu puisses organiser des réunions avec les professionnels soignants proches de ton cabinet pour dire ce que tu fais. Il faut que tu puisses organiser des conférences gratuites. Il faut que tu puisses démarcher des salles de sport. Il faut que tu puisses intervenir auprès de clubs de troisième âge. Il faut que tu puisses proposer tes services dans des EHPAD. Pour moi, il faut se bouger. L'immobilisme, quand on est entrepreneur, c'est sûr que tu vas dans le mur. Donc, il faut être constamment innovant. Arrêtez de copier ce que fait le collègue. C'est pas parce que la nana, elle fait une publi Instagram avec un super gloss, super bien maquillée, que toi tu vas faire la même, que tu vas remplir ton cabinet. Voilà. Faut que vous soyez le qui vous êtes. Voilà. Le qui vous êtes, c'est peut-être faire des petites conférences avec 10 personnes parce que vous aimez pas prendre la parole devant 100. Eh bien, génial. Allez voir votre mairie, proposer des petites conférences pour informer sur le mieux manger, le petit déjeuner pour être en forme, comment donner un goûter à nos enfants qui évite les pics d'hypoglycémie. Tout ça, c'est possible de vous bouger. Moi, je pars du principe, mieux vaut faire des conférences gratuites que chouiner toute la journée devant Netflix. Bon, là, c'est les films de Noël. Après, ça sera d'autres choses. Mais tu dis, oh là là, j'ai pas de consultation. Mais zut, crotte, sors. Vu que ta journée, elle est perdue de toute façon, va faire des choses gratuitement. Si ça se trouve, tu fais un atelier gratuit et tu as 25 nouveaux clients qui te remplissent ton mois de rendez-vous. Donc, pour moi, il faut se bouger, se bouger, se bouger et parler de vos techniques à tout le monde. Au marché, à la boutique bio, chez le pharmacien, chez le médecin, chez le pédiatre, partout. Non, carrément d'accord. Alors, il y a de plus en plus de professionnels du bien-être et du mieux-être depuis le Covid. On va pas se mentir, hein, beaucoup de personnes veulent se reconvertir dans ces métiers-là. Est-ce que tu penses que c'est un problème, la concurrence, quand tu te lances en tant que naturo? Bon, après, j'ai pas fait une haute école de commerce, hein, mais tous ceux qui ont fait une haute école de commerce vous diront que la concurrence, c'est très bon pour le business. Donc voilà, parler à des gens qui ont fait plutôt commerce plutôt que moi qui ai fait des études un peu trop scientifiques. La concurrence, c'est bon parce que vous allez être obligé d'être toujours meilleur et donc de vous renouveler. Voilà, moi, je vois en 15 ans, il y a beaucoup plus de centres de formation, mais je remercie mes confrères, parce que pour moi, c'est pas des concurrents, qui me stimulent et qui me permettent d'être meilleure et de me sortir les doigts. J'ai le droit de dire ça en live? Trop tard. Tu dis ce que tu veux. Oui. Tu as remarqué, j'ai pas dit de gros mots déjà depuis tout à l'heure. Je C'est suis pas clair, je suis exceptionnelle. super surprise. Tu es très fière de moi, hein. Ouais, je suis super fière de toi. Parce que encore hier soir, c'était pas le cas. Tu vois? C'est ça. J'arrive pas toujours. Mais je progresse, je progresse. Tu as dit un truc hyper intéressant et que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est confrère et pas concurrent. Je me bats depuis 3 ans et demi à dire ça aux personnes qu'on accompagne. Confrère ou consoeur et pas concurrent. Moi, je le vois, hein, chez moi en interne, hein, par exemple, 2 formatrices qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrées sur des stages et qui, en fin de compte, ont décidé de monter une structure ensemble et de développer parce qu'elles ont chacune leur particularité. Moi, j'entends des réflexologues dire: «Ah là là, il y a encore un réflexologue dans mon village», voilà, mais c'est bien. Me dis pas que tu es la même personne que la réflexologue qui est au bout de ta rue. C'est pas possible. Bon, après, moi, j'ai grandi à Paris, hein, donc moi, dans le Marais, au début, il faut pas vous mentir, j'étais la seule naturo-ostéo et puis après ça faisait tout, ça sortait de partout. Mais c'était vachement bien parce que des choses toutes bêtes, hein, auxquelles vous pensez pas, mais moi j'ai eu beaucoup de gosses et ben j'étais super contente d'avoir des confrères qui prennent mes clients, le temps que je ponde et que je reste un peu avec mes bébés. Et si tu penses que c'est que des concurrents, bah, tu t'arrêtes pas pour gérer tes gosses, tu es tout le temps en train de te mettre la pression. Alors que moi, la totalité des clients que j'ai confiés à un de mes confrères ostéo à Paris, dès que j'ai repris, il a dit à tout le monde: «Alexandra est de retour, son petit garçon va bien, hop, au revoir». Si on avait été concurrents, il aurait jamais dit à mes clients de revenir me voir.
il les aurait gardés. Mais à partir du moment où c'est du donnant-donnant, ça se passe bien. Alors, pour se tenir un petit peu informé du secteur, des infos qui peuvent arriver, est-ce que tu as des ouvrages, des lectures, des sites, à part évidemment celui du SPN, est-ce que tu en as d'autres? Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de livres qui ne sont pas toujours à données scientifiques. Donc pour les naturaux, je vous encourage plutôt à passer beaucoup de temps pour, faire le point sur les études cliniques. J'ai été très souvent coincée par les instances en me disant: «Votre métier n'est pas reconnu parce qu'il y a pas d'études cliniques». Donc faites beaucoup de temps sur la veille scientifique. Essayez d'acheter des ouvrages plutôt, à visée scientifique qu'à visée, historique ou qui transmettent des techniques, ancestrales. C'est très bien les techniques ancestrales, mais je pense qu'on a besoin d'autre chose. Ensuite, effectivement, suivez des sites comme la DRETS. Moi, par exemple, j'ai mon alerte sur les réseaux sociaux de la répression des fraudes de ma région. C'est important de savoir, ce qu'il en est et puis, suivez les podcasts, de Léa et d'autres qui sont, très qualitatifs. Pour moi, il faut se bouger, il faut écouter et puis aller à des conférences, des formations professionnelles continues. Je pense que c'est le moment. Pour ceux qui disent: «J'ai un peu moins de boulot actuellement», allez vous former, allez croiser d'autres professionnels en formation et vous allez avoir d'autres idées et puis vous allez apprendre d'autres choses. Merci Alexandra. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors moi, je suis pas très bonne sur les réseaux parce que vous doutez bien qu'avec ma vie, j'ai des community managers qui gèrent ça. Donc vous pouvez être là à mes conférences parce que j'organise quand même beaucoup de conférences, via le syndicat, beaucoup de lives auxquels vous pouvez poser des questions. Vous pouvez me faire des mails, j'ai un site internet alexandra.talouziti, je crois. Vous pouvez me poser des questions là-dessus. Là, par contre, c'est pas mes community managers, c'est moi qui réponds. Et puis, contactez mon assistante via le centre de formation. Si vous avez des questions, c'est Delphine qui me pose des questions rapides, ou mon assistante au syndicat qui aussi me fait remonter des questions. Si vous êtes inquiet sur une pratique, si vous êtes usager, posez-moi la question. C'est le genre de dossier que je traite très rapidement. Et si vous êtes professionnel, vous avez un doute, vous êtes en stress, faites-nous un petit mail. L'un des membres de l'équipe ou moi-même, on vous rassurera. L'avenir est pour nous. Faut pas douter. Merci beaucoup Alexandra d'avoir été avec moi aujourd'hui et pour toutes les richesses de cette interview qui, je suis sûre, va plaire à notre audience. Bon, petite phrase de fin. Vous êtes des entrepreneurs, sortez-vous les doigts, ça va bien se passer. T'étais obligée, hein. Non, mais j'étais obligée. À bientôt Alexandra. À très bientôt Léa, j'espère que tu m'inviteras dans quelques mois de nouveau pour parler d'autres sujets. Carrément, et on fera un point sur tout ça et sur les nouveautés du secteur aussi. J'espère que tu m'inviteras dès le mois prochain pour des nouveautés alors. Si je peux, je le ferai avec grand plaisir. Parfait. À bientôt. Au plaisir Léa. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt.